Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Une émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique, de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dont les Africains parlent aux Africains. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvions donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre le peuple pendant 50 ans et plus. C'était là un extrait de l'un des derniers discours de Thomas Sankara. Discours prononcé lors de la session du mois de juillet 1987 de l'Organisation de l'Unité africaine. Et l'assassinat de Thomas Sankara, peut-être trouve-t-il une explication dans ce fameux discours. Nous allons évoquer aujourd'hui, dans Les Africains parlent aux Africains, l'assassinat et les dessous de cet assassinat de Thomas Sankara. Le 15 octobre 1987, un commando attaque les bâtiments du Conseil de l'Entente à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Sankara a réuni son secrétariat dont ces bâtiments sont vastes. Il travaille sans protocole et sans protection. Les assaillants, des soldats d'élite, viennent l'abattre. Il tue aussi 7 de ses proches collaborateurs. Sankara n'a pas été inhumé comme il se devait. Un médecin a été dépêché sur les lieux. Il délivre un permis d'inhumer. Sankara, mort naturelle. Pour revenir sur les dessous de l'assassinat brutal de Thomas Sankara, en 1987, j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios d'Ifriqiya FM Zohra El-Hayani. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Moïse Self, bonsoir. Bonsoir. Et Samuel Akizimana. Bonsoir. Bonsoir. Zohra. Mort naturelle? Oui, c'était déclarément naturel, malheureusement pour ce leader Thomas Sankara qui a marqué l'histoire de l'Afrique en général. C'était un complot en fait parce qu'il dérangeait au niveau interne et même au niveau externe, au niveau international. C'était une personne qui était très charismatique et en fait il n'avait pas peur en fait d'affronter ses adversaires et de dire les 4 vérités aux gens directement en face de lui. Et c'était lui qui a signé son arrêt de mort après des discours qui a mené... Notamment après ce fameux discours du mois de juillet 1987. Oui, oui. C'était en juillet, enfin, il est mort après 3 mois ou 2 mois, en fait, 2 mois et demi comme ça. Donc on peut dire que c'est lui qui a signé son arrêt de mort après le discours de la dette. Et même avant... nous allons y revenir même avant tout à l'heure, avec oui. François Mitterrand... Oui. Il a fait beaucoup de discours et beaucoup d'actions qui gênaient les intérêts de l'Afrique. Et en fait, c'était pas seulement, c'était tout le système de France-Afrique qui voulait l'éliminer, notamment avec les pays voisins qui avaient en fait les personnes qui étaient mis par la France pour gérer les intérêts de la France, Houphouët-Boigny, Yadema, etc. en Togo et en Côte d'Ivoire. Donc c'était tous des personnes qui ont soutenu en fait l'élimination de Thomas Sankara.
Samuel, nous savons que Thomas Sankara va marquer les esprits, que ce soit dans son propre pays, au Burkina Faso, mais également sur le plan international. En 1983, le Burkina Faso était l'un des pays les plus pauvres au monde. Oui. En moins de 3 années, il va pratiquement faire sortir le peuple burkinabé de la pauvreté. Oui, effectivement, mais j'aimerais revenir un peu aussi sur cette journée du 15 octobre 1987, où moi j'aimerais donner quelques aussi détails, où on disait, en disant, si on regarde la veille de l'assassinat de Thomas Sankara, où on dit que les médias burkinabés, surtout à Ouagadougou, ils avaient reporté qu'en réalité, il y avait eu donc, un mésentente de heurts entre sa garde et certains de ses compatriotes ou ses amis, où on disait que c'est dû à ce qu'il avait envisagé encore, soi-disant qu'il devait encore resserrer les cordes, il devait emprisonner certaines de ces personnes, etc. Donc c'est d'où il y avait eu cette mésentente et certains ont pris des avances pour... c'est le récit que les médias vendent pour justifier un peu ça. Mais moi, je vais revenir sur quelque chose de très important sur ça, parce que même Zora a parlé de la France-Afrique, d'où ça revient sur ça. Thomas Sankara, très éloquent, et aussi une personne qui avait une vision de cette unicité. Parce que quand on parle de Thomas Sankara, toujours on aime l'associer même vers certaines des personnalités d'Afrique comme Kwame Nkrumah et les autres. Parce que moi, je vais revenir sur un principe. Il savait c'était quoi la guerre qu'il devait mener. Sa guerre à lui, parce que si on regarde même à travers ses récits, sa guerre à lui, c'était pas de s'entretuer entre les pays voisins. Sa guerre à lui, c'était de combattre la faim, de combattre le manque d'éducation, de combattre le problème de santé, les maladies, le problème de santé au niveau du Burkina Faso. D'où même il dit le pays des hommes intègres. En fait, c'était ça son combat à lui. Et dans son combat à lui, il cherchait l'intérêt premier de la population burkinabé. Ce qui n'allait pas toujours dans le bon sens avec les intérêts de la France, parce que la France aussi avait ses propres intérêts. Donc une personne avec ses principes comme ça, comme on parle de Thomas Sankara, il avait ses principes à lui qui est vers le développement de la population burkinabé, vers les intérêts premiers des populations burkinabé, gêner les intérêts de la France. Et puis c'est attaquer aux privilèges de tous les responsables. Justement, oui. Donc, pour rebondir là-dessus, donc, bien avant, lorsque Thomas Sankara arrive au pouvoir, il base on va dire sa gouvernance sur 3 principes. Donc, l'indépendance économique, la réforme sociale et, on va dire, l'anti-France-Afrique. Ouais. Voilà, sur ces 3 points. Mais pour commencer par l'indépendance économique, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il arrive ? Lorsqu'il arrive, il nationalise les entreprises qui étaient privées, qui appartenaient à ce qu'on pourrait appeler des profiteurs qui se servaient des caisses du pays. Il instaure une politique d'agriculture intense. Ce qui fait qu'à cette époque, le Burkina Faso passe de 1,8 tonnes en production agricole à plus de 3,5 en moins de 4 ans, ce qui est quand même un effort très considérable. Et non seulement ça, il participe à des réformes sociales. Il donne des droits aux femmes, il réduit, donc pour revenir pour faire le lien avec ce que vous disiez, il a réduit les privilèges qu'avaient certains membres du gouvernement, parce qu'il y avait beaucoup de gabegie financière, et c'était justement ça qui participait à, on va dire, à la noyade du pays de cette époque. Surtout, je veux dire, sur un principe aussi, si on regarde quand il est arrivé au pouvoir, en fait, quand il y a eu cette révolution, il a fait quelque chose d'improbable que plusieurs pays ne font pas à cette époque. Lui, il a supprimé les privilèges de certains des collaborateurs. Parce qu'en regardant les personnes qui, comme on aime dire, il s'est déplacé dans des limousines, mais il a enlevé tous ces privilèges-là. Il a fait en sorte que les finances public reviennent réellement à la population. Moi, j'aimerais, si vous me permettez, je vais lire ce petit discours qu'il avait donné, qui montre ses intentions. 1984. Oui, il a dit
notre révolution n'aura de valeur que si, en regardant derrière nous, en regardant à nos côtés et en regardant devant nous, nous pouvons dire que les Burkinabés sont, grâce à la révolution, un peu plus heureux parce qu'ils ont de l'eau saine à boire, parce qu'ils ont une alimentation abondante, suffisante, parce qu'ils ont une santé resplendite, parce qu'ils ont une éducation, parce qu'ils ont des logements décents, parce qu'ils sont mieux vêtus, parce qu'ils ont de droits au loisir, parce qu'ils ont l'occasion de jouir de plus de liberté, de plus de démocratie et plus de dignité. On voit déjà ces intentions. Tout un programme, mais qu'il ne pouvait appliquer sans combattre la corruption. C'est le mot qu'il faut... Effectivement. En fait, moi, je dirais que Thomas Sankara, déjà avant qu'il soit président, quand il était nommé Premier ministre, il a déjà commencé à instaurer ces systèmes-là d'autosuffisance alimentaire et sur tous les plans. Et même, c'est là où il a changé même les voitures en Renault 5. Voilà, c'est des petites... non, il a abandonné toutes les limousines. Donc, même après qu'il était président, il roulait en bicyclette. Donc, il était tout proche du peuple. Et lui-même, il a supprimé tout ce qui était luxe pour tout ce qui est ministre et président, etc. Et donc, quand il était ministre, d'ailleurs, il a reçu Kadhafi. Il était nommé Premier ministre en janvier. En avril, il a reçu Kadhafi. Et après, François Mitterrand a envoyé l'homme France-Afrique, Monsieur Penn, je ne me rappelle pas du nom. Et c'est là où ils ont payé le monsieur qui... En fait, ils ont aidé à ce qu'il soit prisonnier. Donc, il était prisonnier en mois de mai. Juste après quelques mois qu'il était nommé Premier ministre, à cause de tous ces actes qu'il était en train de faire. Donc, c'est là où ils étaient déjà en train de dire qu'il dérangeait tout un système de France-Afrique. Et c'est là où moi, je dirais que Thomas Sankara aussi, c'était une personne qui... auprès de M. Houphouët-Boigny, etc. Et il était une personne qui dérangeait en fait tous les intérêts de la France. Tout le réseau Pasqua dans l'Afrique de l'Ouest. En Afrique, donc c'est ce qu'on appelle les barons. Il dérangeait les barons de la France-Afrique. Et je pense que l'assassinat de Lumumba a été décidé en France après la fameuse visite de François Mitterrand, donc au Burkina Faso en 1986, Samuel. Mais avant de répondre, je vous invite à écouter un extrait d'un discours prononcé par Sankara lors de la visite de Mitterrand au Burkina Faso. Monsieur François Mitterrand, des bandits comme Jonas Savimbi, des tueurs comme Peter Botha, ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours. Voilà le jeune Sankara qui a osé défier François Mitterrand. Oui, en fait, ce qui est incroyable, parce qu'il faut regarder dans le contexte de l'époque. On en parlait même avant l'émission, on se disait, François Mitterrand, à cette époque déjà, il était considéré comme un dieu, même au niveau de la France. On le surnommait ainsi. Donc, Et là, maintenant, il faut voir Thomas Sankara, un jeune, dans son tenue militaire avec le béret, etc., qui est en train de lui parler d'égal à égal. Et surtout qu'il faut rappeler que la France était un pays colonisateur. Il colonisait le Burkina Faso. Et à cette époque-là, il a eu l'audace de lui dire les 4 vérités face à face, d'égal à égal. C'est-à-dire qu'il l'a considéré en disant, vous êtes président, je suis président. Donc dans ce cas-là, on va se dire les 4 vérités. Et il avait raison, parce que en parlant de ce qu'il disait, c'est ça qui est incroyable avec lui. Déjà, il était très éloquent, de la façon dont il parlait, même les autres, ils étaient étonnés. Mais aussi, il disait les 4 vérités. Il ne mentait pas. Il disait que la vérité que tout le monde savait. Et de là, je pense que François Mitterrand, de ce jour-là, il est descendu de ses hauts étages où il était, et il est tombé par terre. Parce que à cette époque-là, on va dire des choses pareilles, parce qu'on peut dire aussi, c'est une déclaration de mort de la part de Thomas Sankara, parce que François-Xavier Verschaft, qui a mené donc une excellente enquête sur les coups tordus de la France-Afrique, disait que ce jour-là,
son sort était déjà scellé. Donc le sort de Thomas Sankara, il dit que les barons de la France-Afrique ont favorisé son élimination et ont admis le fait qu'il soit assassiné. C'était en mois de novembre 1986 et qui coïncide avec le retour de M. France-Afrique au pouvoir. Lors de la cohabitation François Mitterrand-Chirac, Chirac a fait appel à Foccart afin qu'il revienne aux affaires. Et c'était à ce moment-là, c'est pourquoi on a fait, du moins François-Xavier Verschave a fait un lien direct entre le retour aux affaires de Foccart et la mort de Thomas Sankara. Moïse. Et juste pour compléter sur ce que Mezoura et Samuel ont dit, en parlant de Thomas Sankara, c'est un homme avec toutes ses idées révolutionnaires. Bon, je vais parler de ma personne. Moi, je pars du principe que dès lors qu'il a décidé de montrer les épaules à tout le monde, il s'est mis à dos tout le monde, ses voisins du continent et ceux qui sont la France-Afrique, tout ce qui constituait la France-Afrique dans ce mouvement-là qui était contre les intérêts de l'Afrique et pour leur propre intérêt. Et lui, il se met à dos la France en critiquant la France-Afrique. Il se met à dos ses voisins qui sont pour la France-Afrique. Donc on parle à l'époque de la Côte d'Ivoire, du Togo et des institutions internationales, le FMI, la Banque mondiale, parce qu'ils refusaient leur argent. Il a fait un appel clair, net et précis de ne pas payer la dette africaine. Et ça, c'était une insulte qu'il ne pouvait pas accepter. Et donc, c'est dans ce sens que Mezoura disait qu'il a précipité sa descente, il a précipité. Puis il a dénoncé ouvertement François Mitterrand d'avoir hébergé, d'avoir accueilli les tueurs de l'apartheid. Oui. Parce que nous savons qu'à partir de 1984, et le fameux discours de Sankara à l'ONU, où il avait exprimé pleinement son panafricanisme et où il avait dénoncé l'apartheid pratiqué par le régime de Pretoria à l'époque. Oui, effectivement. Déjà, Thomas Sankara était... en fait, depuis qu'il était reçu par la France en 1983, il était reçu par le ministre et non pas le président. Et c'est là où il a pris la décision de ne plus jamais participer au sommet qui est organisé par la France, etc. C'était une tension qui était là. Il a refusé toute prise de parole pendant ce sommet. Prise de parole, mais aussi il a dénoncé le paternalisme. Le paternalisme. Et puis, il a dit clairement aux médias français, avant de quitter, en fait, qu'il n'était pas... en fait, la France ne favorisait pas le dialogue ouvert comme il se prétend. Donc, il était une personne qui se rendait beaucoup plus dans des pays révolutionnaires. Il soutenait le mouvement en Mozambique, en Angola, en Afrique du Sud, et plein d'autres régimes. Même la question palestinienne. Même la question palestinienne, et aussi le Sahara occidental. Oui. Donc, c'était une personne qui soutenait ces mouvements-là. Et à partir de là, comme vous avez dit, à l'ONU, et chaque occasion qui se présente à lui, en fait, il n'avait pas peur de dire en fait, les vérités et de dire qu'il soutenait ces mouvements. Donc, c'est à partir de là qu'il Samuel, il avait une sorte de prémonition. Il savait qu'il allait se faire assassiner, non? Oui, il savait qu'il allait se faire assassiner. Déjà, en sachant déjà que quand on parle de la France-Afrique, il n'était pas dupe. Parce que si on regarde à travers même son parcours... Il connaissait les procédés. Il connaissait très bien les procédés. Mais ce qui est important, moi je m'ai rajouté à travers le livre de Verschave, quand on lit, il y a une partie où il était en train de dire à une personnalité qu'il aimait beaucoup, Edgar Pissaf, si je parle bien de son nom, je ne sais pas, Edgar Pissaf, il lui avait dit je sais très bien qu'autour de moi, il y a des gens qui sont en train de colmater, ils sont en train de préparer mon assassinat. Et il était prêt à ça, en fait. C'est ça qui est important pour lui. C'est-à-dire que ce n'était pas une personne qui avait peur. Au contraire, il était prêt à ça. Mais étant prêt à ça, lui, il s'est battu, il avait une mission qui, pour lui, était claire et nette. Il voulait que la population burkinabéenne et la population africaine
puisse avoir cette ouverture d'esprit, que les choses puissent changer et que nous ne restons pas, parce que pour lui, il n'était pas normal de voir que depuis les indépendances des différents pays, que nous soyons toujours sous la colonisation, sous le néocolonialisme. Et lui, c'était son combat à lui. Et en regardant, on dit qu'il partait dans des pays révolutionnaires. Non, il partait dans des pays où il voyait qu'il y avait l'ouverture d'esprit qui allait vers l'avancement des objectifs qui lui étaient prêts à il était prêt à suivre, parce que c'était ça son principe. Et malgré tout ça, nous savons très bien quand ça gêne, c'est là où ça mord, parce qu'il savait qu'il était en train d'aller dans des chemins qui gênaient l'intérêt de la France. Parce que en parlant de ça aussi, j'aimerais ajouter quelque chose. Quand on parle de l'assassinat de Thomas Sankara, il faut toujours souligner son ami qui était Blaise Compaoré. Lui aussi, en fait, dans ses discours, il disait toujours aux personnes que si vous voyez que c'était Blaise qui compte faire quelque chose contre moi, vous pouvez rien faire parce que là c'est trop tard. Et Blaise Compaoré, en fait son épouse était proche, une fille d'un docteur qui était proche de Houphouët-Boigny. Elle était de la Côte d'Ivoire. Et le jour du mariage, on dit qu'il a clairement dit à l'épouse que vous avez volé un ami, un collègue et un frère. Donc là déjà il avait compris. Il avait compris. Ces alliances, voilà. Il a dit que cette alliance que seul Foccart pouvait tisser. Il a dit clairement que cette alliance, en fait, a volé de moi un frère, un ami et un collègue. Donc, après, à partir de là, on dit toujours que... lui-même, il disait toujours que si c'était Blaise Compaoré qui essayait de faire quelque chose... Il avait compris que le ver était dans le fruit à partir donc, de cette alliance. Oui, et on le voit dans son attitude lors de l'acte, en fait. Lorsqu'ils viennent, lorsque les assaillants attaquent... On dit qu'il n'était pas armé. Je ne sais pas si on se rend compte. Je ne sais pas si on se rend compte de... Il n'était pas armé. J'ai envie de dire la bizarrerie ou la gravité de la chose. Oui. Parce que là, on parle d'un homme qui a fait l'armée. Un officier. Donc, je pense que parmi les règles qu'on leur donne, ou les instructions qu'on leur donne, c'est de ne jamais se balader sans son arme. Et d'autant plus qu'il savait qu'il avait des ennemis, il savait qu'il n'était pas apprécié de tout le monde. Donc, je pense que le minimum qu'il aurait pu faire, c'était de s'y préparer. Même à l'introduction, vous avez souligné qu'il était en fait sans protection. Sans protection. Ça veut dire qu'il s'attendait à... Non, parce que voilà un homme qui n'avait pas... qui a décidé de faire confiance à son peuple. Il avait confiance. Et c'est ça le serment qu'il avait prêté. Et il était prêt à mourir pour son peuple. Oui. Moi, parce qu'en parlant de cette journée-là, parce que quand on les décrit à travers les différentes personnes qui ont écrit sur la mort de Thomas Sankara, notamment Verschaff, on voit qu'on dit que c'était une journée comme les autres, où il était parti faire comme le sport, la sieste, il est revenu normalement, il est allé faire la réunion avec et tout. Et ce qui est encore... déplorable, c'est-à-dire que les commandos qui sont venus ce jour-là, c'est le commando du camp de Pau que lui-même il avait demandé la création exactement. Oui. Et quand ils sont arrivés, au fait, ils savaient que il devait mourir. Il savait que c'était... Je sais pas, mais d'après certaines recherches aussi, je trouve qu'il y a des gens qui disaient qu'il était déjà en survêt, donc c'était calme, c'était tranquille. Et il s'est levé, il a dit « Restez calme, c'est nos compatriotes en fait. » Et c'était le premier qui était sorti de la salle pour les voir. Et il a été accueilli avec une salve d'armes automatiques. Et puis la force self, c'est... Il croyait à la révolution africaine, non seulement à la révolution à révolutionner le Burkina Faso, mais aussi il avait une certaine idée d'une révolution africaine. Oui, effectivement, je pense qu'il fait partie des rares dirigeants africains que l'Afrique ait connus qui savaient exactement où il voulait emmener son pays et ce qu'il fallait faire pour l'y emmener. Et puis il a misé beaucoup sur les femmes. D'ailleurs, je tiens à vous faire écouter cet extrait où il parlait de la femme, le rôle de la femme, la place de la femme, la nécessité d'émanciper la femme africaine. Camarades, il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer
qui empêche le peuple de construire son bonheur. Si depuis 20 ans, chaque week-end, les femmes puisaient de l'eau comme elles le font, il y a longtemps que nous aurions rempli 20 barrages à Pau. Le pays n'est pas pauvre. Au contraire, il y a des ressources. En vous mettant au travail pour construire ces 20 villas, en vous mettant à la tâche, vous avez décidé de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de transformer la réalité de cette ville de Pau. En effet, vous pouvez la transformer, cette réalité. Mais pour cela, il faut bannir de vos rangs les paresseux. Ceux qui ne veulent pas travailler. Il faut bannir de vos rangs les féodaux, les équilibristes. Ceux qui croient que ce chantier est pour eux l'occasion de devenir de petits patrons pour les élections futures. Tous ces gens, tout cela, il faut les mettre de côté. Il faut bannir de vos rangs les maris qui n'autorisent pas leurs femmes à aller sur les chantiers. Camarades, les mauvais maris, les paresseux, les voleurs. 25, Oui. on parle toujours d'émancipation de femmes, Oui. on parle toujours de changement climatique dans toutes les actions Oui. qu'il faut mener, alors que Thomas Sankara, déjà, il était en 84, et là, il savait déjà que le rôle de la femme, il était essentiel pour l'économie du pays. Donc, il a augmenté en fait le niveau de scolarisation des femmes. Donc, ils ont passé de 13, je crois, à 74-75% de En taux moins de 3 ans. d'alphabet, oui. Et aussi le rôle de la femme à la maison, le partage des tâches ménagères. Donc son discours là, même le 8 mars, je me rappelle très bien que c'était une journée, dans mes recherches, il a fait une journée, le 8 mars, il a dit au mari, vous allez sortir au marché pour faire les marchés vous-même sans vos femmes. Donc les femmes, ils vont rester à la maison vu que c'était leur journée. Et c'était une personne aussi qui, en fait... c'était l'un des présidents qui a favorisé aussi la participation militaire des femmes. Oui. Donc ça, c'était rare qu'on le voyait en Afrique à cette époque-là. C'est l'un des présidents qui a... mais en fait, il a mis la place de la femme un peu partout dans le pays, que ce soit au niveau politique, militaire, économique, dans tous les champs, etc. Donc, il n'y a pas que ça. Il y avait même tout ce qui est jeune, tout ce qui est changement climatique. En fait, l'autosuffisance du pays. Il y a également un tous aspect important qui a oui, gêné tous les- véritablement les barons de la France-Afrique. Oui. C'est lorsqu'il a décidé de ne plus importer les vêtements. Donc tous les vêtements qu'il portait Qu'il lui-même. portait lui-même. Lui-même sont confectionnés au Burkina Faso. Oui, C'est effectivement, Samuel. effectivement, c'est important, mais j'aimerais d'abord rebondir sur les femmes aussi, parce que ça m'a fait un peu rire, Oui. parce que quand il dit les mauvaises mariées, ah bah, donc ça fait un peu rigoler, mais c'est juste que il avait compris... Mais ça fait partie donc d'une campagne de Exactement. sensibilisation. Attention. En fait, Thomas Sankara fait partie des personnes qui avaient compris que le développement Passe nécessairement. donc, il ne faut pas se limiter au côté genre Oui. féminin ou masculin, parce que tous font partie du pays et tous ont la responsabilité et tous doivent être considérés au pied d'égalité pour développer l'économie du Non, pays. lui, son principe, c'est de ne pas laisser les femmes à la traîne. Exactement, Ça, ne pas laisser voilà. les femmes à la traîne. Et maintenant, en revenant sur ça, en fait, Thomas Sankara, il savait l'importance de ce que les gens avaient. Et il valorisait ce que les gens avaient. Et dans sa logique, c'était pas normal d'aller s'habiller dans des marques étrangères, alors qu'au niveau du Burkina Faso, eux-mêmes, ils ont leurs propres habits. Et moi, je vais préciser sur une chose aussi, il a fait même la publicité des habits du Burkina Faso au sein de l'Union africaine, parce que à travers ses discours, il avait dit, regardez, il a sensibilisé les autres présidents À faire de même. à faire de même, à s'habiller dans des tenues traditionnelles. Et il les a même proposés en disant, la prochaine fois, j'aimerais bien que vous importez nos habits. En fait, c'est ironique. C'est dans le sens en disant, comme vous continuez à importer des habits dans d'autres
pays, l'étranger, de l'étranger. importer Vous pouvez maintenant commencer à importer aussi de notre pays parce qu'ils savaient la valeur de ce qu'ils avaient. Et il a fait la promotion. Parce que c'est vrai, parce que le villageois qui est en train de tisser, il doit avoir un revenu. Donc il doit ouvrir l'ouverture du marché pour ce villageois. Et c'était des beaux habits et il en était fier. Ce qui montre la perspective qu'il avait. Et c'est ça qui tuait. Parce que quand une personne, comme Moïse l'a dit, moi je vais revenir sur ce que Moïse avait dit, il savait où il amenait le Burkina Faso et il avait un principe pour l'Afrique. Et il voulait que ça soit inculqué dans la mentalité de tous les Africains. Et parmi ses discours aussi, il disait qu'il y a plusieurs personnes qui se demandent c'est quoi l'impérialisme, mais n'allez pas chercher plus loin. L'impérialisme se trouve dans vos assiettes en fait. Tout ce que vous importez dans les riz, les grains de maïs, tout ce que vous importez, c'est ça l'impérialisme. Et puis il n'était pas populiste, attention. Oui. Il était révolutionnaire au sens propre du terme. Justement, au sens propre du terme, révolutionnaire et avant-gardiste. Parce qu'il agissait. Il parlait, mais il agissait. Exactement. C'est ce qui faisait justement sa particularité. Mezoura tout à l'heure a parlé d'une série de mesures qu'il a prises qui sont jusqu'à ce jour d'actualité. Donc on voit à quel point il était non seulement un révolutionnaire parce qu'il posait des actes concrets, mais un avant-gardiste parce qu'il voyait le futur, il voyait les problèmes futurs de l'Afrique et il essayait de trouver des réponses à l'instant présent. Il cherchait des solutions et il avait un but. Et il voulait toujours que l'Afrique puisse avancer. Comme il savait toujours, et comme on le dit toujours, comme on le disait, Africa must be united. Il voulait l'union des peuples burkinabés et l'union de l'Afrique. Et surtout, à cette époque-là, quand il était président, en fait, la France a perdu totalement son emprise en fait, et son contrôle en Afrique. Et même si on prend l'exemple de l'or au Burkina Faso, quand il était président, en fait, il se vendait au prix du marché international. Donc, il n'avait aucun un taux favorable ou bien un prix favorable pour les anciens colonies ou quoi que ce soit. Donc, à travers les quelques aspects que nous avons évoqués lors de cette émission, nous pouvons dire que la main de la France est présente lors de l'assassinat de ce grand homme africain. Oui, effectivement. En fait, c'est tout le système de la France-Afrique et surtout la France qui a mis des pions un peu partout, que ce soit au niveau interne, au niveau externe. Donc la France était la première à dire déjà avec François Mitterrand et son discours, et là où il a malmené le président, et ensuite avec tout ce qui quand est de il l'a touché aux intérêts. Oui. Moi, j'aimerais ajouter cette phrase de Verschave, si vous me permettez, où il dit « La France-Afrique désigne une bulleuse d'acteurs économiques, politiques et militaires en France et en Afrique, organisée en réseau et lobby et polarisée sur l'appareillement de deux rentes. » Oui, de deux rentes, excusez-moi, de deux rentes. Ce qui montre que la France-Afrique est un réseau et un lobby, comme il aime le dire. En fait, il y a tellement d'intérêts et tellement des enjeux qui sont autour de ça qu'on ne pouvait pas permettre des idéologies d'une personne comme Thomas Sankara. Parce qu'il a commencé, on termine avec Moïse, on sait qu'il a commencé à remettre en cause également les intérêts déjà des entreprises françaises, comme Bolloré, comme Elle. Oui, justement. Donc, on parle de France-Afrique, comme Samuel l'a dit, on parle d'un réseau. Et toute personne qui est extérieure au réseau, qui gêne les intérêts du réseau... Qui gêne le réseau, voilà. Qui gêne le réseau et ses intérêts, n'a pas sa place. Et donc, c'est réellement ce qui s'est passé. On peut dire, comme pour faire un clin d'œil à Mezoura, c'est lui qui a signé son arrêt de mort. Parce que dès qu'il arrive, ça passe de Haute-Volta à Burkina Faso. Voilà, le temps est lancé. Voici ce que je suis venu faire. Donc, c'est clairement... Il avait déclaré clairement une guerre au néocolonialisme. Je tiens à vous remercier vivement d'avoir donc évoqué quelques aspects de cette affaire terrible, l'assassinat de Thomas Sankara en 1987, le 15 octobre 1987. Merci Mezoura Lehiani, merci Moïse Self et merci Samuel Akizimana. Je tiens à remercier également l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission. Excellente journée sur les ondes d'Efleria FM, la voix africaine. Burkina Faso ya, no mami.